And after the Flexner report, it was decided by state legislatures that we had to regulate what it meant to be a doctor and what medical education was required. And the definition of medicine, as a result of that, is that medicine is about the treatment and cure of disease. It's making sick people less sick, right? And if you walk into your doctor and you say, I'm a healthy 39-year-old, but I'd like to be extraordinary, he would say, I'm sorry, medicine legally cannot help you. This was an industry move. This was not about healthcare. This was about money for a few very wealthy families. Does that sound like a conspiracy? It is. It absolutely is. There were a few people conspiring to use a lot of other people to create a negative outcome for humanity as a whole, but a positive outcome for some people's pocketbooks. That really is why your doctor does not know better, because they have been trained in one of the most corrupt systems known on the face of the earth. There are absolutely some heroes and renegades who come out of the medical industry, but it is not often the case that your everyday doctor is going to be motivated to realize how much they've been lied to, how much they've been used, and how much they've been played. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné, le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté, le mec. Plus il gagne de fric. Rockefeller Institute, Flexner, and the American Medical Association. The Rockefeller Institute was founded from the Standard Oil fortune of John D. Rockefeller in 1901 to be America's first biomedical institute. It was modelled on France's Pasteur Institute, 1888, and Germany's Robert Koch Institute, 1891. Its first director, Simon Flexner, played a pivotal and most criminal role in the evolution of what became approved American medical practice. The Rockefeller goal was to completely control American medical practice and transform it into an instrument, at least initially, for promotion of medical drugs approved by the Rockefeller interests. By then they were looking to monopolize medical drugs produced from their petroleum refining, as they had done with oil. As Rockefeller Institute head Simon Flexner was publishing his inconclusive but highly acclaimed studies on polio, he arranged for his brother, Abraham Flexner, a schoolteacher with no medical background, to head a joint study by the American Medical Association, the Rockefeller General Education Board, and the Carnegie Foundation, funded by Rockefeller's close friend, Andrew Carnegie. The 1910 study was titled The Flexner Report, and its purpose was to investigate the quality of all US medical schools. The outcome of the report was, however, predetermined. Ties between the well-endowed Rockefeller Institute and the AMA went through the corrupt AMA head, George H. Simmons. Simmons was also the editor of the influential Journal of the American Medical Association, a publication delivered to some 80,000 doctors across America. He reportedly wielded absolute power over the Doctors Association. He controlled the rising ad revenues for drug companies to promote their drugs to AMA doctors in his journal, a highly lucrative business. He was a key part of the Rockefeller medical coup that was to completely redefine acceptable medical practice away from remedial or preventative treatment to use of often deadly drugs and expensive surgeries. As head of the AMA, Simmons realised that the competition from a proliferation of medical schools, including then recognised chiropractic, osteopathy, homeopathy and natural medicine,
was lessening income of his AMA doctors, as the number of medical schools had increased from around 90 in 1880 to over 150 in 1903. Abraham Flexner, former headmaster of a private school, toured various US medical schools in 1909 and recommended that fully half of the 165 medical schools be closed as what he defined as substandard. This reduced competition from other approaches to healing diseases. They ruthlessly targeted then widespread naturopathic medical schools, chiropractic ones, osteopaths, as well as independent allopathic schools unwilling to join the AMA regime. Then Rockefeller money went to the select schools with a proviso that professors be vetted by the Rockefeller Institute and the curriculum focus on drugs and surgery as treatment, not prevention, nor nutrition, nor toxicology as possible causes and solutions. They had to accept Pasteur's germ theory of disease, which claims one germ to one disease reductionism. Rockefeller-controlled media launched a coordinated witch hunt against all forms of alternative medicine, herbal remedies, natural vitamins, and chiropractic. Anything not controlled by Rockefeller-patented drugs. By 1919, the Rockefeller General Education Board and the Rockefeller Foundation had paid out more than $5 million to Johns Hopkins, Yale, and Washington University in St. Louis medical schools. In 1919, John D. Rockefeller granted another $20 million in securities for the advancement of medical education in the United States. They would be comparable to about $340 million today, a huge sum. In short, the Rockefeller money interests had hijacked American medical education and medical research by the 1920s. Ça veut dire que les laboratoires ont toujours, parce que ça c'est Rockefeller qui a mis ça en place, au début du XXe siècle aux États-Unis, à Chicago je crois. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les laboratoires qui décident de l'orientation médicale de la société. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas le soin, ce sont les laboratoires. C'est là que nous avons un énorme problème. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. La Fondation Rockefeller et compagnie se sont lancés dans un programme si ambitieux qu'il défie presque l'entendement. Ils ont transformé la pratique même de la médecine. Comme d'habitude, les oligarques qui ont financé ce changement étaient également là pour en tirer profit. Et encore une fois, John D. a pris Devil Bill comme modèle. William Rockefeller avait appelé sa marque d'huile de serpent Nugel pour nouvelle huile, et Standard Oil a recommercialisé Nugel comme un laxatif sur leur filiale Stanco. Fabriqué sur les mêmes principes que Flit, un insecticide aussi dérivé des sous-produits de la Standard Oil, Nugel, vendu à pharmacien à 28 cents la bouteille de 6 onces, alors que le coût pour la Standard Oil exigeait moins d'un cinquième de cent à fabriquer. Les produits pharmaceutiques ont fourni une nouvelle opportunité lucrative aux oligarques. Mais dans un début de siècle en Amérique, où une grande partie de la médecine était basée sur des remèdes à base de plantes naturopathiques, ils étaient difficiles à vendre. L'oligarchie a dû se mettre au travail pour changer ça. En 1901, John D. Rockefeller a créé l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. L'Institut a recruté Simon Flexner, professeur de pathologie à l'Université de Pennsylvanie, comme directeur. Son frère Abraham était un éducateur qui avait été contracté par la Fondation Carnegie pour écrire un rapport sur l'état du système d'éducation médicale américain. Son étude, le Flexner Report, ainsi que les centaines de millions de dollars des fondations Rockefeller et Carnegie qui coulaient à flot dans la recherche médicale pendant les années qui ont suivi, ont abouti à une refonte radicale du système médical américain.
La médecine naturopathique et homéopathique, les soins médicaux fondés sur les cures et remèdes naturels, immonopolisables et non brevetables, étaient maintenant rejetés comme charlatanisme. Seule une médecine allopathique, basée sur la pétrochimie et nécessitant des procédures médicales coûteuses et de longs séjours à l'hôpital, devait être prise au sérieux. C'est interdit. On essaie, il y a des gens qui essaient de le rétablir, hein, avec beaucoup de mal, mais qui essaient quand même de le faire, parce qu'il y a quand même eu des petites poussées. Les Français sont quand même les pires, il faut le répéter, on le répétera jamais assez. On est les pires parce qu'on est au pays de Pasteur, au pays de Descartes et tout ça, donc nous, on marche, on est des perroquets, on est uniquement des perroquets. Mais il y a par exemple en Allemagne quand même des gens qui essaient de sauver certaines choses et de rétablir justement ce diplôme d'herboriste. Parce que maintenant, les gens ne savent plus. Parce qu'un pharmacien n'est plus non plus un pharmacien, c'est un vendeur de médicaments. Le médecin est un ordonnateur de médicaments. Et je vois pas pourquoi on fait des années d'études pour sortir d'une boîte un produit sur lequel il y a écrit contre telle et telle douleur. Bon, de toute façon, on ne soigne pas les maladies, on ne soigne que les manifestations des maladies. Si aller dans une pharmacie demander de l'huile de ricin pour un gamin, c'est à mourir de rire. Le regard auquel vous avez droit. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour parce que ma maman donnait de l'huile de ricin, donc j'ai voulu faire pareil pour ma petite fille. J'ai eu droit à un regard de la pharmacienne. Heureusement qu'elle me connaît depuis 20 ans parce que je pense qu'elle m'aurait vraiment pris pour une folle tordue. Et là, elle a On posé donne des des questions. suppléments. Non, elle m'a dit, mais vous allez la tuer. Enfin, pas la tuer, mais elle m'a dit, vous vous rendez compte? On donne des suppléments de vitamine K à l'enfant quand il naît et tout, mais surtout pas de l'huile de ricin. Je vais prendre un exemple typique. Comment les Indiens d'Amazonie ont-ils appris à soigner les morsures de serpents? Comment savent-ils que pour tel serpent, il faut telle plante, qu'il faut la bouillir pendant X temps, qu'il faut l'associer à ceci, à cela, etc. Tout qu'on appelle le sorcier du village, hein, l'être spirituel, le dit clairement, hein, toutes les études ethnologiques qui ont été faites, ils prennent de l'ayahuasca, ou alors ils fument de l'opium. Ou des diètes. Ou des diètes, c'est ce que Jérémy Narby dit, hein, justement, pour savoir, quand on leur pose la question, bien sûr. Ils répondent clairement, c'est la plante qui me l'a dit. Voilà, c'est la plante. Ils font des diètes avec cette plante-là pendant X temps, et la plante leur parle. Voilà. Et c'est ce savoir que nous avons depuis des millénaires a été intégralement détruit à partir de l'ère industrielle. Tout ce savoir a été effacé par la médecine moderne et les molécules modernes. C'est très juste, tout ce savoir a été détruit. Et il est vital de le retrouver. Je pense notamment aux Arabes qui vivent dans l'Atlas, qui avaient un savoir absolument incroyable. Dans les pays africains, il y avait quand même un savoir absolument incroyable. Pas toujours, faut pas non plus abuser, mais certaines traditions très fortes. Il y avait quand même des choses. Le meilleur exemple, ce sont les aborigènes en Australie, qui avaient un savoir absolument insensé en termes de soins, et qui ont été littéralement détruits. C'est également le cas dans les pays au Chili, par exemple. Il y avait des Indiens qui habitaient là, qui ont été décimés. Le génocide des Indiens, il n'y a pas que aux États-Unis, c'est partout c'est partout, et tout ce savoir a été détruit. C'est vraiment dommage. People that might come here to meet you, and what you show them of your culture, some people might consider it folklore. They might think, oh, that's folklore. What do you have to say to that? That Aboriginal culture is folklore? Well, it's been proven ethnologically that we are 60,000 years old. Scientifically proven that our culture is present and current and still existing today. Il est scientifiquement prouvé, travail d'ethnologie, que notre culture est vieille de 60 000 ans, ma réponse. Et cette culture est encore vivante et présente. What I've realized as I've gone further and further into this
is that all ancient civilizations were using means to alter consciousness, and that they were central to some of the best and greatest achievements of those ancient civilizations. There's no doubt that the ancient Egyptians were deeply into visionary experience. There's an amazing relief from the second shrine of Tutankhamun, where you see a row of 3 initiates, and they are connected to a star in the sky by rays that are coming right down into their foreheads. You know, this is a visionary realm. This is a visionary experience that they're having. And oddly enough, the Skidi Pawnee in North America have the same thing of star visions, that they will gaze at a particular star and suddenly that star will start to communicate with them. And of course, everybody in modern industrial society just laughs down their sleeves at that. But maybe we shouldn't be laughing down our sleeves at that. Maybe we should be considering that the depth of human experience is more than just material things and technology and our egos. Maybe there's much more to it than that. And that's why I got into ayahuasca, I did not feel that I could write authentically about the plant medicines if I had not had the plant medicine experience myself. When I then had the plant medicine experience, I realized that this wasn't just a research project for me. This was work on myself that I needed to do. And that's why I've continued to work with ayahuasca. It's not something I rush towards. As you know, it's hard work. It's physically hard work. It's emotionally hard work. It's psychically hard work. There's all the vomiting and the diarrhea, sometimes more, sometimes less. You know, it's not something that you rush towards in absolute delight. It's like, this is a lesson that I really need to learn, and I'm prepared to put up with a certain amount of discomfort in order to learn that lesson, and even a certain amount of fear, because ayahuasca trips can be very scary too. Il existe un traitement simple, efficace, que tout le monde peut avoir dans son jardin ou dans sa maison, qui soigne la pire endémie du monde. Il faut juste aider aujourd'hui à sa diffusion. Elle n'est pas autorisée en France, elle n'est pas autorisée en Belgique, je crois qu'au Cameroun elle n'est pas encore autorisée, au Tchad elle n'est pas encore autorisée, voilà, dans quasiment tous les pays elle est autorisée à la vente. Ça ne veut pas dire qu'elle est ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament. En Afrique, ce qui est assez formidable, c'est que les plantes médicinales sont encore reconnues comme médicaments, entre guillemets. Plus de 80% de la population africaine ne se soigne qu'avec des plantes. Donc ils ont gardé cette tradition que nous avons presque complètement perdue ici en France. Donc l'Artemisia annua, quand on donne tout le dossier de qu'est-ce que c'est comme plante en Chine, etc., elle est tout de suite autorisée, parce que pour eux c'est une évidence que c'est une plante médicinale. Nous, tout a commencé parce que l'Artemisia en tisane a sauvé la vie d'un de mes amis. Cet ami s'appelle Alexandre Toussaint et il a traversé l'Afrique à pied, l'Afrique de l'Est. Et il ne connaissait pas du tout l'Artemisia, mais il est arrivé en Éthiopie avec un Europalu dans un petit dispensaire de brousse, et là on lui a donné une tisane parce qu'il n'avait plus de médicaments. Et à son immense étonnement, en fait, au bout de 48 heures, il n'a plus eu de fièvre et il était remis sur pied d'un Europalu, ce qui est quand même un palu très grave, un palu falciparum. Et donc voilà, on est amis. Donc on en a parlé. Et à la suite de cette grande discussion, on s'est dit chiche, on monte une association et on aide les Africains à cultiver cette plante. Petit à petit, mois après mois, ça m'a pris quand même 6 mois, je me suis familiarisée en fait avec l'univers du palu que je connaissais pas. Je suis orthodontiste, donc je suis pas du tout infectiologue, mais bon, je suis quand même scientifique et je connais un peu le corps humain aussi. Donc je me suis énormément documentée et j'ai travaillé beaucoup sur ça, en gardant toujours mon métier, bien entendu, à côté. Et puis de fil en aiguille, en parlant, etc., je me suis rendu compte que je pouvais aller, par exemple, en Afrique, au Sénégal, pour rencontrer des gens qui travaillaient déjà sur cette plante, aussi bien au niveau agronomique qu'au niveau médical. Donc les choses se sont faites en fait comme une pelote de laine que vous devez dévider, vous avez un petit bout devant et puis vous tirez, et puis il y a une personne, une autre, etc. Ça s'est absolument fait comme ça, et comme par hasard, j'ai toujours eu la bonne personne au bon moment qui m'aidait, qui me disait quelque chose qui était d'un autre pays et qui voulait cultiver, etc. Mais la ligne directrice de tout ça, c'était, depuis toujours en fait, c'est éthiquement, je ne ferai pas d'argent avec ça. Et éthiquement, on donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on fait pour les populations les plus défavorisées. D'ailleurs, on est en train de terminer un très grand site web qui va donner absolument ouvertement à tout le monde l'accès à tous nos documents. C'est une évidence que d'autres plantes sont d'une richesse absolument extraordinaire. La chimie a du bon
Je ne suis pas contre la pharma. La chimie a du bon, elle sauve la vie de millions de personnes tous les jours. Donc ça n'a aucun sens d'être contre, ça n'a aucun sens. En revanche, certaines plantes, en effet, ou champignons, ou je ne sais quoi, mais de la nature, en fait, pourraient avoir des effets totalement extraordinaire sur certaines maladies, peut-être avec beaucoup moins d'effets secondaires. En fait, ce qui est assez extraordinaire dans une plante, c'est qu'en fait, elle a plein de principes actifs et que certains principes actifs, en fait, vont aider, par exemple, à l'absorption des molécules actives, vont aider au recouvrement d'une bonne santé en post-cure, par exemple. C'est très intelligent, en fait, mais c'est très compliqué. Je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard. Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants puisque mon métier c'est de vendre des médicaments pour une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Lucille Cornet-Vernet, promotrice de l'Artémisia, Paris, France. Malgré des fortunes dépensées, aucun traitement n'est encore arrivé à bout du paludisme qui touche 212 millions de personnes dans le monde et tue chaque année plus de 300 000 enfants. Quand en 2012, cette orthodontiste apprend qu'une plante, appelée Artémisia, peut soigner le paludisme, comme le lui rapporte un ami à son retour d'Afrique, elle n'en croit pas ses oreilles. J'ai été éberluée. Je me suis dit comment une tisane peut soigner la pire endémie du monde. Et j'ai cherché les gens qui travaillaient sur cette plante, j'ai cherché à rassembler de la bibliographie et c'est là où, au bout de plusieurs mois, j'ai compris que c'était effectivement vrai, que cette tisane soignait véritablement le paludisme. Soucieuse de répandre bénévolement cette bonne nouvelle, Lucille comprend très vite qu'elle sera accusée de charlatanisme sans études cliniques irréfutables à la clé. Je me suis rendu compte que le système pharmaceutique dans lequel on était, il n'y avait pas de financement d'études cliniques pour ce genre de solution. Et ça m'a mis très en colère. Et je me suis dit, on va chercher de l'argent pour faire ces études cliniques. Et c'est comme ça que ça a commencé. Grâce à l'afflux de dons privés, Lucille parvient à financer 6 études cliniques entre 2014 et 2016. Résultat, une simple tisane d'Artémisia pendant 7 jours guérit le paludisme dans 98% des cas sans aucun effet secondaire. Quand ils ont vu les résultats au microscope, etc., ça a été la liesse dans l'hôpital dans lequel a été réalisée la pré-étude clinique. Tout le monde hurlait sa joie de pouvoir enfin éradiquer cette maladie de la surface de la Terre. Depuis, Lucille ouvre à travers toute l'Afrique des maisons de l'Artémisia pour favoriser la culture et la transformation de cette plante, comme ici, sur ce projet pilote à Dakar au Sénégal. Une fois récoltée, elle est séchée, puis broyée pour être vendue soit en tisane, soit en gélule, à un nombre croissant de bénéficiaires. C'est clair que vous changez leur vie quand même à tous ces gens. Et vous le vivez comment ? Ça m'émeut. Vraiment. Alors, prêt à acheter cet antipaludéen, le moins cher du marché ?